Accord. Accord. Corps à corps. Alors, affaire Mbarki, affaire Bardella, deux affaires récentes qui prouvent s'il y en était encore besoin. Je vous entends déjà, je suis sûr, hein, dans le chat dire non, mais on le savait tous pourris. Oui, mais là, on veut du précis, on veut des chiffres, il y a des enquêtes, il y a des commissions d'enquête. Voilà, les choses sont dites et officielles. Il y a des commandes, des ingérences étrangères dans les rédactions des médias. Alors, je vous résume les deux affaires. Affaire Mbarki, le 8 décembre dernier, c'est l'ancien présentateur historique de la chaîne BFM, Rachid Mbarki, donc, qui a été mis en examen pour corruption passive et abus de confiance dans le cadre d'une enquête sur des soupçons d'ingérence étrangère dans la politique et dans les médias français. La justice, là je cite Le Parisien parce que je trouve cette phrase très forte. La justice a découvert l'existence d'un réseau occulte qui influence et corrompt élus et journalistes afin de mener des opérations de désinformation et de manipulation de l'opinion au profit d'États et de clients étrangers. La justice a découvert l'existence d'un réseau occulte, voilà, qui influence. Alors, bon, il y a, en plus du journaliste cité, il y a aussi un politologue et un lobbyiste qui sont mis en examen dans cette affaire. Euh, et je vous cite également les aveux de Mbarki pendant sa garde à vue. Il m'est arrivé de recevoir des sommes d'argent. Oui, je reconnais les faits de corruption passive. Alors, comment ça fonctionnait? Il procédait par des petits sujets, des images commentées en plateau qui ont été orientées afin de servir les intérêts de pays étrangers, parfois sans même que sa hiérarchie soit au courant, sans même que sa hiérarchie ne valide. Et puis, parfois même, on voit, hein, dans cette enquête des moments, des échanges avec son client, entre guillemets, qui lui dit: est-ce que tu as bien embarquisé le prompteur, donc de son nom Mbarki, et qui voudrait dire, en fait, est-ce que tu as bien modifié le prompteur pour avoir les sujets tels que nous les entendons. Alors, c'était des sujets sur quoi? Il y avait notamment la Coupe du monde de football 2022 organisée au Qatar, plutôt des prises de position anti-Émirats arabes unis, qu'on sait rival de Doha. Enfin, voilà le genre d'influence qu'on pouvait avoir. Et alors, l'affaire Bardella, bah, vous avez sûrement suivi, jeudi dernier, complément d'enquête est diffusé, donc clairement à charge contre Jordan Bardella, qui révèle et alors on apprend le lendemain ou le surlendemain, je ne sais plus, sur TPMP, que finalement la boîte de production qui était chargée de l'enquête devait réellement, réaliser une enquête à charge. C'est les révélations de Jacques Cardoz. Jacques Cardoz, d'ailleurs, vous le connaissez vous, hein, Didier Misto? Voilà, Didier Maisel le connaît depuis 30 ans. Jacques Cardoz a fait des révélations sur TPMP. Je vous propose d'écouter cet extrait. Ancien présentateur. Ouais, surtout, j'étais dans la société de production il y a 6 mois qui a été mandatée pour fabriquer ce reportage. D'accord. Et j'étais aux côtés de Pierre-Stéphane Faure lorsqu'il a démarré le tournage. Ah oui, donc je sais exactement ce qui s'est dit à ce moment-là. Et après vos premiers jours de tournage, très vite, Pierre-Stéphane a dit « il est trop lisse, on n'y arrivera pas, il n'y a rien à aller chercher ». Donc ils étaient déjà très déçus du contenu. Mais surtout, on a eu une discussion assez vite avec les responsables de complément d'enquête, en l'occurrence Hugo Plagnard, qui a dit « tu comprends ce sujet, on ne peut pas le rater, c'est le plus important pour nous ». Et ça m'a extrêmement choqué parce que je lui ai dit pourquoi ? Parce qu'il est prévu peu de temps avant les européennes. Et donc, il y avait un objectif de cibler, de vous cibler et de cibler le timing, c'est-à-dire à 5-6 mois des européennes. Moi, ça me choque beaucoup. Voilà. Donc, objectif de cibler, commande. C'est trop lisse, il faut qu'on fasse quelque chose. Bon, c'est des choses que vous connaissez, Didier Maisto. On va également en parler. Alors, je reçois donc Didier Maisto, ancien grand patron de Sud Radio, que tout le monde connaît maintenant. Et puis, nous sommes également avec Claude Cholet. Bonjour Claude Cholet. Bien, bonjour. Et merci d'être avec nous. Vous êtes président de l'Observatoire du journalisme. Là, autant dire que, en termes d'observation, vous avez du travail. Alors, voilà, on s'arrête sur ces deux affaires, mais il y en a beaucoup d'autres. On aurait pu aussi évoquer, par exemple, le questionnement entre les liens de parenté de Amélie Oudéa-Castéra, notre nouvelle ministre de l'Éducation nationale qui s'est fait remarquer, et certains journalistes de BFM. Voilà des questions qui se posent. Mais seulement là, on a des enquêtes, on a des commissions d'enquête parlementaires et on a des enquêtes judiciaires. Donc, c'est pour ça que c'est intéressant. On voit quand même qu'il y a des révélations qui sont faites et qui sont établies. Alors, je vais commencer par vous, juste Didier Maïsso, sur cette question. Jacques Cardoz, vous connaissez, sur ces commandes. Bon, une commande, ça arrive régulièrement d'avoir un objectif dans une enquête.
Oui, et donc là, la nouveauté, finalement, c'est qu'on voit clairement qu'on voulait quand même, juste avant les élections européennes, peut-être vraiment être totalement à charge. Et ce qui est gênant pour un média, surtout public. Alors, est-ce que c'est une nouveauté? Non. Mm. Malheureusement, c'est fréquent. Et je dirais, c'est un peu juste la face émergée de l'iceberg. Pourquoi je dis ça? Parce que j'avais participé en 2011 à l'appel à candidature pour l'attribution de chaînes de télévision. Et là, j'ai pu voir l'ensemble de la chaîne de corruption. Comme l'écrivait Juan Branco, ils sont la corruption. Mm. Et d'ailleurs, je suis toujours en procès. Ça fait 12 ans, il y a des perquisitions. Je veux pas expliquer la procédure, mais elle avance. 12 ans de procès pour que cette chaîne, une des chaînes notamment qui avait été attribuée à un candidat fantaisiste, a été revendu ensuite sans être exploité. Donc c'est simplement, il a Une revendu coquille vide, en fait. Oui. l'autorisation pour pratiquement 90 millions d'euros, excusez-moi, excusez Mm. du peu. Et évidemment, j'avais dit dès le début que cette chaîne serait revendue à Monsieur Drahi, dont j'avais mis en garde à l'époque, on appelait ça le CSA, maintenant c'est l'ARCOM. J'avais dit en 2024-25, il y aura le mur de la dette et vous donnez à quelqu'un qui a un chéquier au bout des doigts dont on ne connaît pas l'origine des fonds. Et voilà, vous allez avoir la catastrophe. Et on voit aujourd'hui la catastrophe se dérouler. Alors, c'est le petit bout de la lorgnette par l'affaire Mbarki, parce que c'est très... Finalement, on a l'impression que là, on en fait tomber un dans cette histoire. Oui, mais c'est très populaire parce que c'est la personne qui vient à l'écran dit « Oh là là, Oui, on va c'est ça. embarquiser le prompteur, Oui. etc., etc. » En réalité, le poisson pourrit par la tête. Il y a d'abord l'attribution des chaînes qui pose un certain nombre de problèmes parce que c'est le règne des conflits d'intérêts avec l'ARCOM, anciennement CSA, qui a un titre ronflant d'autorité administrative indépendante. Ce qu'on propose de faire aujourd'hui pour les fédérations de sport, toujours ces administrations soi-disant indépendantes qui n'ont d'indépendance que le nom, ça permet de gérer les affaires en famille. Oui. Bon, ça c'est le premier point. Comme je disais, le poisson pourrit par la tête, parce que quand vous avez déjà un actionnaire qui est proche du pouvoir, et j'allais dire des pouvoirs, qui soient économiques et qui sont en général dans le giron des affaires publiques, puisque quand vous vendez de la téléphonie, de l'Internet, de la fibre, des médicaments, des armes ou des travaux publics, vous êtes assez proche finalement des donneurs d'ordre qui sont essentiellement du public pour les autorisations, les licences et tout ce qui s'ensuit. Ça, c'est le premier problème. Le deuxième, c'est qu'on ne fait pas des médias si on n'est pas capable d'avoir l'indépendance chevillée au corps et au cœur, je dirais, et à l'esprit surtout. Quand vous voyez, et je ne vais pas faire l'attaque à Dominem, parce que ce n'est pas mon but, et comme dirait Queneau, je m'en tamponne le coquillard, mais quand vous voyez Fogiel qui se targue, se vante et se flatte de prendre ses ordres à l'Élysée vis-à-vis de Brigitte Macron, ce qui était le cas de l'autre chaîne dont je vous parlais, je ne veux pas citer de nom parce qu'il y a une instruction. Mais, ils s'en targuent carrément. Ah oui, ils sont très proches de Madame Macron, etc. Comment voulez-vous ensuite sérieusement informer les citoyens français quand vous passez votre temps avec la femme du président de la République ou dans les cénacles de l'exécutif? Oui, mais là, on peut Voilà. se dire, c'est un média, ils ont une ligne éditoriale, ils assument d'avoir une ligne Non, mais pour voilà, Macron. ça c'est le contexte général. Ensuite, C'est plus embêtant pour les médias publics. alors c'est plus Les chaînes embêtant, publiques. ouvert aux 4 vents. Alors les médias publics, il faut quand même savoir, ça a été dit par Jacques Cardos notamment, dont vous avez passé l'extrait. Qu'est-ce que le public? Bonne question ça. Est-ce qu'une société de production privée qui vend ensuite au public, comme sur C'est à vous, c'est politique, etc. En gros, c'est la grande partie des productions qui sont diffusées sur les chaînes publiques. Est-ce que les Français qui payent des milliards d'euros chaque année pour nourrir l'audiovisuel public doivent accepter sans sourciller que cet argent public serve à nourrir des sociétés de production, les présentateurs qui sont payés à prix d'or, qui font leur chou gras, que ce soit sur la musique, à la limite à la musique, pourquoi pas, la culture, encore que tout soit politique. Oui. Mais
évidemment qu'il y a des intérêts. Mmh. Quand vous avez une société de prod et que elle est possédée par Monsieur Dupont ou Monsieur Durand, si Monsieur Dupont est proche du pouvoir, et vous avez tendance à vouloir répondre à la commande et à donner. C'est subtil En tout fait, ce que ça. vous nous dites, c'est que finalement, le public aujourd'hui, ce n'est qu'une instance de gestion d'appel d'offres et on refile les dossiers à des privés. Bah, le public, c'est simplement une protection en réalité pour les salariés qui ont la chance, Mmh. les journalistes et les producteurs maison et les techniciens de travailler dans le public, puisque c'est du fonctionnariat. Mmh. Mais en réalité, ce n'est pas du tout un gage d'indépendance, de sérieux et de pluralisme de l'information. C'est ça qu'il faut bien voir. C'est une tarte à la crème de dire « Oh, le service public ». Mais le service public, non seulement il y a cette question dont je vous ai parlé en aval, mais en aval, il y a une autre L'attribution. question aussi qui est celle de la publicité et du parrainage. Euh, Même si la publicité depuis Sarkozy a changé, elle existe toujours, notamment en radio, où elle explose les compteurs sans que les pouvoirs publics ne s'en alarment, alors qu'il y a un plafond et qu'il est allègrement explosé et qu'il se passe jamais rien. Donc bien sûr que l'audiovisuel public est soumis aux lois du marché, ne s'en cache pas, fait les mêmes émissions d'ailleurs pour essayer d'avoir du public, de la télé-réalité, des espèces de shows qui n'en sont pas. Et quand vous regardez le service public, entre parrainage, teasing, publicité, avec un son bien compressé d'une très mauvaise qualité qui vous vrille le cerveau, vous n'avez pas l'impression d'être dans du service public de qualité. Alors bien sûr, il y a des chaînes comme Arte, franco-allemande, des chaînes comme ça, ou France 24, bon, il y aura beaucoup à dire sur France 24. Voilà. Arte, parlons-en. Tiens, nous, on a reçu ici un journaliste, et on va le recevoir encore, qui a fait une enquête très importante pour notamment les révélations sur les Bataclan. Pourquoi y a-t-il eu des refus d'intervention Bataclan, etc. Que s'est-il passé? Eh bien, son enquête elle a été diffusée une première fois sur Arte, mais elle est enlevée des archives d'Arte aujourd'hui. Et oui. Sur commande. Et c'est pour ça Parce que son enquête se dirige vers certains anciens hauts dirigeants. Mais oui, c'est la raison pour laquelle j'avais fait pas mal de propositions, comme vous le savez, dans des groupes de travail, dans des programmes présidentiels, etc. Tout le monde est d'accord au départ. Et puis, quand les gens sont au pouvoir, il ne se passe jamais rien. Et ce qu'il faudrait, c'est consacrer absolument l'indépendance des médias, l'indépendance des journalistes et des rédactions, et que le pouvoir, la seule chose qu'il puisse dire, c'est de ventiler l'argent émanant des Français et qu'il n'ait aucune possibilité d'influencer la moindre ligne éditoriale que ce soit. Et ça, je parle pour le service public, parce que pour le privé, à la limite, ça dépend de la qualité du dirigeant. Moi, jamais, je ne suis pas un exemple, mais quand je dirigeais sur radio, jamais personne, et d'ailleurs personne n'a essayé de le faire parce qu'on me connaissait, a essayé de me corrompre ou de me faire dire à mes journalistes, etc. Mais la confiance n'exclut pas le... Je confirme. Voilà. Non, mais la confiance n'exclut pas le contrôle. Que le directeur de la rédaction, que Marc-Olivier Feugel découvre l'air effaré, beaucoup plus tard que oh là là, il y a des sujets qui ne sont pas validés, qui portent mais comment est-ce possible? Ça veut dire qu'il ne regarde pas sa chaîne en fait. Oui. Alors, Claude Cholet, on a abordé beaucoup de sujets. Peut-être si on se reconcentre sur nos deux affaires, affaire Mbarki et affaire complément d'enquête, est-ce que d'abord vous voulez réagir à ces deux affaires-là? Alors, je vais d'abord réagir sur la Fed, Rachid et Mbarki. Pour reprendre l'expression de Didier Maristos, c'est vraiment la toute petite pointe émergée de l'iceberg. Bon, le pauvre Rachid Mbarki s'est fait prendre les doigts dans le pot de confiture. D'une manière assez grossière, quand même, assez grossière. Bon, en introduisant en douce des séquences qui n'avaient pas été contrôlées par la chaîne. Et il l'a avoué, il y a très peu de temps en recevant des enveloppes. C'est quand même assez grossier et je pense que ça n'arrive pas aussi souvent que ça qu'un journaliste reçoive
carrément une enveloppe pour parler d'une affaire. Mais il y a beaucoup d'autres moyens d'influence qui sont beaucoup plus subtils que de donner une enveloppe avec des beaux billets tout neufs et craquants. Bah, il y a les invitations au voyage. Il y a aussi peut-être parfois un petit coup de pouce à la promotion. Bon, et en ce qui concerne l'influence du Maroc sur les médias français, je ne pense pas qu'elle soit considérable. Et si je prenais un autre... C'est plutôt le Qatar. Ainsi que, alors le Qatar a une influence nettement plus importante, mais je dirais que les deux sont des nains par rapport à l'influence des États-Unis et de la politique américaine en général sur les médias en France. Alors, vos auditeurs ne connaissent peut-être pas l'existence d'un organisme qui s'appelle les Young Leaders. Alors, les Young Leaders, ça a été créé... Ils connaissent? Donc, oui. Je vous en dis 2 mots ou pas? Bah, bien sûr, allez-y. Alors, ça a été créé. Alors, c'est la French American Foundation qui a été créée en 1976 par le président américain de l'époque, Gerald Ford, et puis Giscard d'Estaing. Et l'idée, c'est d'inviter chaque année une vingtaine de jeunes Français, puis une vingtaine de jeunes Américains. Les Français vont aux États-Unis, les Américains vont en France pour, entre guillemets, renforcer les liens d'amitié entre la France et les États-Unis. Bon, parfait, tout ça est très gentil. Bon, on peut estimer raisonnablement que les jeunes Français qui sont envoyés aux États-Unis, qui sont reçus princièrement, les Young Leaders sont financés par Amazon, je regarde là, j'ai pris quelques notes, JP Morgan, FedEx, Boeing, Bank of America. Leur média officiel aux États-Unis, c'est CNN. Alors, on peut quand même estimer que ces jeunes Français, après, auront un regard peut-être plus amical vers les États-Unis. Alors, qui est invité régulièrement? Bon, des officiers, intéressant, des industriels, quelques politiques, dont par exemple nos 2 anciens présidents, notre ancien président François Hollande et Emmanuel Macron, ils ont été tous les 2 Young Leaders, et à chaque fois, des journalistes. Alors, je ne vais pas vous faire une liste complète, mais alors, je sais pas moi, Bernard Guetta, qui a fait officier à France Inter comme spécialiste de la géopolitique pendant 25 ans, qui maintenant est député à l'AREM. Alors, au monde, il y en a une palanquée. Jean-Marie Colombani, Louis Dreyfus, qui est l'actuel président de la société éditrice, Mathieu Pigasse, qui est un actionnaire minoritaire, Sylvie Kaufmann, qui est éditorialiste en géopolitique. Moi, quand je lis les éditoriaux de Sylvie Kaufmann, c'est assez pratique pour moi, parce que j'ai pas besoin de lire les communiqués du département d'État américain. On est pratiquement du copier-coller. Mais il y a aussi, je vais pas vous faire la liste complète, Denis Olivienne, Christine Ockrent, Laurent Geoffrin, Stéphane Fuchs d'Avas, qui n'est pas journaliste, mais qui a une influence réelle sur les médias et les médias. Donc, je dirais, à côté de ça, l'affaire Mbarki, c'est de la petite bière. Alors, bien sûr, tous ces gens-là ne reçoivent pas des enveloppes comme Rachid Mbarki. Mais bon, je pense qu'on peut favoriser leur carrière en leur donnant, par exemple, des informations exclusives et peut-être parfois en donnant un coup de pouce au bon moment. Mais c'est difficile parce que la frontière est ténue. On ne peut pas reprocher à ces personnes et dire attention, vous étiez à un dîner organisé par les Young Leaders. Enfin, je veux dire, ça fait aussi partie du travail des journalistes que d'aller partout, même dans des endroits qui ne sont pas forcément ceux de leur milieu ou de leur fond de pensée. Et là, c'est là que la frontière est très ténue. Et finalement, c'est pour ça aussi que moi, je pas faire, mais je me dis, c'est vrai qu'on peut. Non, mais c'est vrai, Clément, ce que vous dites, la frontière est ténue. Mais parce que la frontière est ténue, il faut rester du bon côté de la frontière. C'est très, très facile. Hein. Vous savez, j'étais à la tête de médias, j'étais invité partout, je me rendais nulle part. Jamais personne ne m'a invité au théâtre, au restaurant. Je payais mais quand je faisais j'allais au restaurant, je payais ma part. Je suis jamais parti en week-end, je n'ai jamais fait un voyage de presse, je n'ai jamais été dans la moindre association. Et je parle, tout le monde pourra le contrôler. Ce qui me donne après si vous voulez, si vous mettez le doigt dans le pot de confiture, pour reprendre la métaphore, c'est fini. Vous ne pouvez plus rien dire. Oui. Si vous mélangez, je veux dire, il ne s'agit pas d'être un justicier implacable et de passer sous vos fourches codines tous les politiciens, tous les hommes d'affaires, etc. Mais enfin, s'empêcher de partir en week-end, faire du voilier,
avec un patron du CAC 40 ou de passer ses vacances au ski avec le leader d'un parti politique, c'est pas très compliqué. Ou alors se mettre en retrait d'une affaire quand il s'agit de Voilà. quelqu'un avec qui on a des liens de parenté ou des liens d'amitié clairs et nets. Voilà, c'est pas très compliqué à faire. Simplement, vous pouvez faire toutes les lois, légiférer tant que vous voudrez. C'est un problème de conscience personnelle, d'éthique et de déontologie. Ça, malheureusement, c'est des lois humaines. Ce sont des lois éternelles et naturelles, je dirais. Après, il y a des moyens de garantir cette indépendance. C'est-à-dire ne pas donner des médias à n'importe qui. Surtout parce que même si vous avez du privé, quand vous êtes sur la TNT ou un média, une radio nationale par exemple, ou une radio régionale, vous devez répondre à un cahier des charges et l'autorité régulatrice doit veiller au pluralisme de l'information. Le problème, c'est qu'elle ne fait pas son travail et que, en fait, quand une chaîne a une autorisation, elle est prorogée de 5 ans en 5 ans, de 10 ans en 10 ans. Il faudrait contrôler l'autorité régulatrice, finalement. Non, mais il faudrait surtout assurer l'indépendance. Moi, je ne suis pas pour ces trucs. Que l'autorité régulatrice s'occupe de la pornographie, des programmes pour les enfants, etc. Et qu'en amont, elle sélectionne des candidats capables de faire de l'information, c'est déjà pas mal. Ensuite, il y a un autre, parce qu'on parle d'ingérence étrangère, alors que on fait des procès incroyables à la Russie, qu'on a même interdit des chaînes, oui. ce qui est un vrai, pur et absolu et définitif scandale dans un pays comme la France, mais passons. Ce qu'il faudrait, en réalité, c'est garantir cette indépendance des médias de façon nette, précise, et mettre des frontières absolues, si vous voulez, dans la désignation des actionnaires. Parce que vous avez, par exemple, la loi de 86, qui est pareil c'est pas la même loi, mais c'est la même année, et elles ont à peu près la même teneur. Pour la presse écrite et pour la presse audiovisuelle, qui limite à 20% la part des capitaux extra-communautaires dans la composition du capital. Oui. Bon. Donc mais ça, c'est bien. Non, mais ça c'est bien, mais en réalité, aujourd'hui, quand vous êtes Monsieur Drahi, que vous avez une nébuleuse, moi j'ai travaillé 10 ans pour composer dans des enquêtes longues les nébuleuses de Monsieur Drahi, aussitôt que vous en constituez une et que vous avez une image à peu près sérieuse il est déjà ailleurs. Il y a déjà une nouvelle antenne. Il y a déjà, voilà. En fait, ce qu'il voulait dire, c'est que officiellement, il est bien implanté en France, intérêt français, machin, mais il a tellement de tentacules partout que de toute façon, les intérêts peuvent être étrangers. Et donc, officiel. Ça, c'est un vrai problème, premièrement. Deuxièmement, il y aura une loi très simple. Moi, je ne suis pas pour, je dirais, faire des lois et des lois et des lois, parce qu'il y en a déjà beaucoup trop, mais simplement ne pas pouvoir permettre à un actionnaire en affaires avec l'État, de pouvoir diriger un média en affaires avec l'État, quand vous dépendez de la téléphonie, de l'Internet, des médicaments. Mais donc là, pardon, mais on n'a plus personne. Hein. Ah ben on n'a plus personne, tant pis. Je veux dire, on va trouver des gens. Parce que des gens qui, je veux dire, les médias intéressent tout le monde. Mais de ce mélange des gens... Vous enlevez la téléphonie, vous enlevez les exploitations d'Afrique, vous enlevez... Enfin, il ne nous reste plus rien, Didier Ministre. Enfin, dans les oligarques, parce que là, on pense à qui Claude Cholet, oui, là-dessus. Il va plus rester, parce que si on enlève effectivement SFR, Drahi, et si on enlève Free, Niel, plus les travaux publics avec Bouygues, plus l'armement avec Dassault. Non, mais la question fondamentale et centrale, me semble-t-il, c'est: a-t-on besoin d'autant de médias? Parce que la promesse du CSA et des pouvoirs publics, quand il y a eu la première salve des chaînes de TNT, ce n'était pas d'avoir des mini-chaînes généralistes, mais c'était surtout d'avoir des chaînes thématiques pour pouvoir offrir au public justement une chaîne sur les documentaires, une chaîne sur la nature, une chaîne sur la culture. Or, que sont-elles devenues ces chaînes? Des mini-généralistes avec une chaîne premium et des chaînes une deuxième puis une troisième vraiment de qualité médiocre pour simplement faire une offre publique en termes de pub, une offre groupée pour mutualiser. Moi, je ne suis pas sûr qu'on ait besoin surtout de les toutes gens ces chaînes. abandonnent les chaînes télé. Mais bien, non, mais il faut voir, attendez, de quoi on parle, Clémence?
c'est entre 1 et 3% de part d'audience. La télé ? La télé, ces chaînes d'information qu'on évoque aujourd'hui. Oui. Veut dire 1,5, ça commence à 1,5, et BFM et CNews, c'est 3% de part d'audience. C'est infinitésimal dans le paysage, hein. En revanche, il y a beaucoup d'influence, et malheureusement, la multiplication de l'offre des canaux n'a pas abouti au pluralisme de l'information, ni à la garantie de l'indépendance. Oui. C'est une guerre d'oligarques, c'est une guerre d'ego. C'est une guerre d'oligarques et d'intérêts privés, en fait. Chacun fait avancer ses pions. Ses propres intérêts. Oui, c'est ses Selon propres son intérêts. agenda de vente et des produits à vendre. Et c'est un paratonnerre pour les uns et pour les autres, parce que quand vous avez un média, voilà. Et puis enfin, c'est un fantasme, parce qu'une fois que vous avez acheté 1, 2, 3, 10 maisons, que vous avez un yacht, puis un deuxième, puis que vous l'avez rallongé, parce que celui du voisin était un peu plus beau, que vous avez il manque le média, des vignes, une équipe de foot ou de rugby, qu'est-ce qu'il faut après? Le média, et pour ceux à qui ça ne suffit pas, quand vous après, êtes tout en haut, il faut s'envoyer en l'air. Voilà, la Lune ou les vaccins, parce que là, vous êtes soit vous voulez le professeur Raoult à notre antenne. Évidemment, quand vous avez tout eu, il faut que vous gagniez plus d'années de vie que les autres. Donc, voilà. Mais il a bien analysé les choses, le professeur Raoult. Non, mais parfois, oui. Et quand on lui donne le temps de s'exprimer de façon différente et qu'on ne l'agresse pas, il peut dire des choses très intéressantes. Alors, Claude Cholet, il y a beaucoup de choses à dire qu'a évoqué ici encore Didier Maisto. Je voudrais que pour nos éditeurs, là, on a compris, on a un système en fait avec des grands oligarques médiatiques qui ont leur propre agenda de vente, on a dit, de marché. Et finalement, il ne faut pas trop se fâcher à ce moment-là avec un tel. Moi, je sais même en interne, j'ai eu des bruits comme ça de couloir. On m'a dit, oui, sur telle télé, il ne fallait pas trop parler de ce sujet jusqu'à ce que telle vente ait été faite. Après, on pouvait en parler parce qu'il ne fallait pas trop se fâcher avant. Voyez, donc, on voit bien qu'il y a de toute façon, on est au courant, il y a des influences, des intérêts. Alors après, est-ce qu'on se dit que tout ça doit s'équilibrer parce qu'il y a des oppositions, que finalement, il y en a un qui a un intérêt mais l'autre pas, comme on pourrait dire Mediapart et un autre média d'enquête de droite, et finalement, les deux s'opposant, la vérité en jaillira? Ou faut-il revoir totalement le système médiatique? Ce qui est sûr, en tout cas, c'est que ça interroge les subventions publiques aussi et les subventions autour des médias. Claude Cholet. Alors, revoir la totalité du système médiatique, moi j'aimerais bien connaître quelqu'un qui a vraiment la recette pour appuyer sur un bouton et qu'un an plus tard, ça y est, on retrouve des médias parfaitement libres, indépendants, etc. Alors c'est un rêve sympathique. Je crains que ça demeure un rêve. Moi je crois si on veut vraiment du pluralisme, il faut avoir des médias avec des orientations idéologiques un petit peu différentes. Et alors là, l'information, c'est un produit transformé. Hein, c'est pas un produit brut, et c'est un produit transformé par les journalistes. Et je pense qu'il faudrait tordre une bonne fois pour toutes le cou à un canard qui vole encore, qui est celui de l'objectivité. Les journalistes ne peuvent pas être objectifs, Absolument, ils sont subjectifs. Tout à fait d'accord. Vous êtes subjectif, Didier Maisto est objectif, et je suis subjectif. On a une éducation, etc. On a une lignation. Et ce qu'on doit réclamer, c'est l'honnêteté. Et là, c'est complètement différent. Non, mais nous sommes complètement d'accord. C'est coller essayer de coller au plus près du réel. Allez-y. C'est d'essayer de coller au plus près du réel. Or, il se trouve qu'il y a, moi, ce que j'appelle un habitus du monde journalistique en France. L'habitus, c'est l'ensemble des règles non écrites que vous devez suivre pour être à l'aise dans votre milieu, que ce soit un milieu professionnel, familial ou autre. Et c'est cet habitus que j'appelle l'habitus libéral-libertaire, un peu plus libéral d'un côté, un peu plus libertaire de l'autre, mais qui au fond est pas si différent que ça, aussi paradoxal que ça puisse paraître, à l'opinion comme à Libération et au Monde et comme au Figaro. C'est-à-dire plutôt quand même libéral sur le plan économique et franchement libertaire sur le plan sociétal. Et c'est cet habitus qui produit, par exemple, complément d'enquête avec un complément d'enquête sur Bardella qui ne peut être qu'à charge. Et que ces gens considèrent ils considèrent que c'est normal que ce soit à charge, puisque dans ce milieu ou dans une partie de ce milieu, tout le monde pense à peu près la même chose. Oui. Et que si on fait juste sur cet exemple, parce que c'est intéressant ce que vous dites, mais je voudrais qu'on puisse échanger là-dessus. Oui, alors on se dit, moi-même, je me dis, c'est très bien qu'il y ait une émission à charge contre Jordan Bardella, mais dans un monde bien fait, si vous voulez, on aurait un équilibre.
avec quelqu'un d'autre qui fait une autre émission à charge sur l'autre candidat ou le deuxième candidat montant de 2027, c'est ça l'idée. Bah, vous voyez ce que je veux dire, ou des européennes. Il y aurait une forme d'équilibre comme ça. Mais il se trouve qu'en fait, et ça, le vice remonte peut-être à plus loin, il se trouve qu'en fait, comme vous l'avez dit, tout le monde pense pareil finalement dans ce milieu. Alors, pas tout le monde, mais beaucoup, enfin, je dirais qu'une majorité pense pareil. Mais on a quand même, je dirais, quelques indices. Hein. Alors, je vais prendre un des premiers employeurs des journalistes en France, c'est l'AFP. Hein. 1700 journalistes et à peu près 700 collaborateurs qui ne sont pas journalistes. Si on regarde les élections, il y a des élections syndicales qui ont lieu en 2022 à l'AFP, qui est financée quand même par vos impôts et par les miens et ceux de vos auditeurs. En partie. L'année dernière, je prends le collège journaliste, SNJ gauche, extrême gauche, 40%, CGT 20%, Sud, c'est l'extrême gauche de l'extrême 26%, autres, dont Force ouvrière, 14%. Bon, ça veut dire qu'à l'AFP, 86% des journalistes se classent à la gauche et à l'extrême gauche. Il est normal qu'il y ait des journalistes de gauche et d'extrême gauche à l'AFP. Je ne veux pas faire de chasse à l'orientation idéologique. Mais c'est tellement écrasant. C'est tellement écrasant que moi, les bras m'en tombent. Je vais prendre un autre exemple. Moi, parmi les collaborateurs de l'OGIM, de l'Observatoire du journalisme, j'ai des étudiants en journalisme. J'ai une de mes collaboratrices qui a fait l'école de journalisme de Sciences Po, qui est considérée comme une bonne école sur le plan technique, qui est partie dans un grand titre de la presse quotidienne régionale de l'ouest de la France. Je ne nommerai pas le titre, mais on peut le deviner. Et je lui dis, mais je sais pas, un an plus tard, comment ça se passe? Elle me dit, mais c'est très simple, je ne parle à personne. Je suis la seule journaliste de droite de la rédaction, je suis la seule. Je parle à personne, je déjeune avec personne et je ne parle à personne. Parce que dès que j'ouvre la bouche pour dire quelque chose d'un peu différent, quelqu'un vient me voir en me disant, mais Martine, mais est-ce que tu te rends compte de ce que tu as dit? Est-ce que tu te rends compte? Mais est-ce que tu es vraiment avec nous? Mais je crois qu'en fait, il y a ce que vous dites, il y a deux questions en fait, centrales. La première, c'est celle de l'objectivité, tarte à la crème, et de l'honnêteté. Alors, moi, ça ne me dérange pas qu'il y ait des médias de droite, de gauche, d'extrême gauche, macronistes, etc. Mais il en faut même. Ce qui me gêne, c'est il y a un champion de ça, c'est Le Monde. C'est cette hypocrisie, c'est-à-dire de présenter les choses sous un ton informatif, neutre, plat comme une limande. En réalité, l'information est déjà biaisée puisqu'elle est déjà un point de vue. Donc, c'est ça, moi, quand je parle, c'est ça que je reproche. Pas de fausse objectivité. Non, mais quand vous avez des boîtes de production qui vendent aux services publics, qui sont des commandes pour faire tomber tel ou tel ou embêter tel ou tel avant une élection, qui soit de droite, d'extrême gauche, etc., c'est insupportable. Parce qu'il faut savoir d'où on parle, pour qui on parle, au nom de qui, quels sont nos intérêts. Ça, moi, ça ne me dérange pas qu'il y ait des médias, qui aient une éditoriale assumée. Mediapart, ça a le mérite d'être clair. Il faut que ce soit clair. Mais voilà, parce que, si vous voulez, vous ne pouvez pas tromper le public en présentant ça, et c'est Monsieur Chollet le soulève très bien avec l'AFP. L'AFP qui est finalement soi-disant neutre, qui est censé être factuel. Soyons clairs, 99% des informations que vous retrouvez dans les journaux, les télés et les radios sont issues de l'AFP. Ça pose quand même un petit problème, mais c'est pas nouveau, ça dure depuis 40 ans. Oui, puis alors maintenant, elles vont être écrites par des intelligences artificielles. Oui, alors voilà, donc maintenant on va leur donner ces 50 nuances de grey, n'est-ce pas? Et deuxième question centrale, c'est que elles sont où les enquêtes sur la Macronie? Où est l'argent de Monsieur Macron de sa première campagne présidentielle? Où est l'argent qu'il a gagné dans ses fusions-acquisitions avec sa banque? Y a-t-il eu une enquête? Enquête judiciaire, pour le moment, le PNF a été saisi. Il se trouve que le PNF prend beaucoup de temps. Il ne fera rien. Il a exfiltré Fillon en quelques jours. Vérité en deçà des Pyrénées, quoi, je veux dire. Donc le problème, c'est pas propre à Monsieur Macron, même si on est dans une sorte de paroxysme. Mais le problème est là, pardon, et on arrive à la moelle de cet échange, ça tombe bien parce qu'on arrive à la fin aussi.
Le Ah problème, non. c'est que vous dites, bah si, je suis désolé, C'est pas mais possible. bon, il y aura une suite. Le problème, c'est que vous dites, où sont les enquêtes? Mais nous, par exemple, mais une enquête, ça prend du temps, ça coûte cher. Donc, où est l'enquête? Nous, on n'a pas, pour le moment, personne qui peut nous financer ce genre d'enquête. Voilà, non, mais le Et- problème, quand je dis Et donc, on ne fera pas Alors, d'enquête Clément, contre j'ai le une fond. recette. Ouais. Allez, vraiment, Clément, un mot chacun. Allez-y, Claude Cholet. j'ai une recette pour augmenter le pluralisme des médias. Allez-y. C'est rétablir la redevance et que chaque assujetti puisse flécher ce qu'il donne. C'est-à-dire, vous payez 135 €, vous donnez 40 € à un tocsin, vous donnez 50 € au service public parce que ça vous fait plaisir, Ouais, c'est une bonne et, idée. je sais pas, et 30%, Surtout pour Toxin. et 30 € à Paris Turf. Et là, Ah ouais. on verra vraiment la vérité des prix. Qui soutient quel journal. Voilà. Alors, c'est un C'est message une pour les excellente idée, Claude Cholet. Je retiens. Allez, une seconde, Didier. Oui, bah, écoutez, simplement, je suis pleinement d'accord, je vais reprendre cette proposition, que nous avions formulée à l'époque des Gilets jaunes, exactement de cette façon-là. Après, aujourd'hui, j'ai un peu peur, il faudra faire une liste bien concrète et assez intelligente et dénuée de toute suspicion, on va dire. Parce que j'ai peur que l'argent parte chez Playboy, quoi. Parce que si on n'a que des chiapas qui se mettent en une comme ça, tous les Français, n'est-ce pas, Ouais, c'est un risque. subjugués, vont aller. C'est un risque à prendre. Non, mais plus sérieusement, je pense que c'est une bonne idée de pouvoir Mais flécher. prenons le risque. Voilà. Bon, prenons le risque. De toute façon, au point où on en est. Allez, merci beaucoup en tout cas à tous les La deux, Didier pornographie, c'est Maisto. l'érotisme des